Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter s'inscrit finalement à la suite des autres épisodes hors série que nous avons fait paraître tout au long de la production du projet de balado-diffusion qui est Nos Voix pour des toits. Je suis Marc-Olivier Cholette, le producteur de cette série portant sur le milieu de l'habitation ainsi que le logement social et communautaire. En fait, 3 des 8 discussions de groupe que nous avons enregistrées dans les derniers mois, notamment pour chacun des épisodes de la série régulière, ne devaient originalement pas se retrouver dans notre collection de hors série. C'était plutôt une diffusion en direct sur nos plateformes et sur nos médias sociaux que nous avions envisagé à la place. Ça a d'ailleurs été le cas de la causerie de l'épisode 2 qui portait sur la crise du logement et aussi de l'entretien sur les réalités des femmes locataires dans le cadre du 6e épisode. Ce qui m'amène donc à vous parler du présent épisode. Malheureusement, un problème avec la captation vidéo et la diffusion en live Facebook nous a forcé à simplement devoir se concentrer sur l'audio de cette activité-là. Enregistré à la fin du mois d'août dernier, cet entretien, animé par la poétesse et conférencière Maya Cousineau-Mollène, portait sur les réalités des personnes d'identité autochtone en logement. Alors que les tables rondes régionales sont normalement animées par un employé de la Fédération, le comité de production avait ici choisi de déléguer la tâche à une personne qui connaissait pertinemment ces réalités. Maya étant elle-même une locataire autochtone de Longueuil travaillant, en plus de sa carrière artistique, dans le milieu de l'architecture et de l'habitation. Durant ce dialogue, notre animatrice a d'abord demandé un état de la situation au niveau national en prenant le pouls des différents constats des panélistes. Puis, elles et ils ont abordé les défis que les Autochtones rencontrent dans leur quotidien, pour finalement se concentrer sur les solutions envisageables pour améliorer les conditions d'habitation des membres des Premières Nations et des Inuits. Voici donc l'intégrale de l'échange dont vous avez pu entendre le condensé lors de la parution du 8e épisode. Bien, merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui pour mettre un peu de lumière sur les problématiques que nos communautés vivent en habitation. Ça, je crois que je vous apprendrai rien selon les rôles que vous jouez. Moi, pour me présenter rapidement, Maya Cousineau-Mollène, je suis conseillère en développement communautaire Première Nation Inuit chez Évoque Architecture depuis bientôt 5 ans. Évoque est une firme qui est installée à Montréal, mais qui intervient beaucoup auprès des communautés autochtones et du Nord chez les Inuits d'ailleurs. Donc, nous avons différents projets en lien avec les communautés. Donc, une partie de mon travail était d'ailleurs de travailler avec les communautés là-dessus et de faire connaître la firme, la philosophie de la firme et d'accompagner mes collègues dans une meilleure compréhension de la réalité des Premières Nations. Donc, c'est ça. Merci d'être là pour cet échange parce que vous êtes différents porte-parole d'organismes puis vous avez chacun votre expertise sur la situation des Autochtones en logement. Je vais prendre la liberté de vous présenter, vous donner le nom et un petit cue de ce que vous faites. J'aimerais commencer Madame Alana Kane. Bonjour, elle est gestionnaire à Kahnawake. Dites-moi si je le massacre bien. Hekotia Ta Kenas Community Service. Bon, je l'ai sûrement bien massacré. Bon, j'ai besoin de pratiquer mon Kenyan Gala. Donc, votre organisme propose d'encourager un avenir collectif fort en promouvant et en soutenant une unité familiale saine par le biais de différentes activités en partenariat avec l'ensemble de la communauté de Kahnawake. Tania Sirois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Cet organisme que je connais depuis longtemps milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes et elle soutient activement le développement des différents centres d'amitié autochtones dans les villes de plusieurs régions au Québec. Monsieur Guy Latouche, que je croise souvent, urbaniste et représentant de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador. Pour ceux qui ne connaissent pas la PNQL, c'est un organisme qui regroupe les chefs des communautés et c'est aussi un bureau administratif. On retrouve 43 communautés des Premières Nations situées au Québec et au Labrador, qui représentent au total de 10 nations. Puis comme vous le savez, du côté des Inuits, ils ont leur propre organisme de représentation. Cette assemblée-là se réunit environ 4 à 5 fois par année afin de donner des mandats au bureau et aux différentes commissions qu'elle a mises sur pied. Madame Lisa Kerr, bonjour, directrice adjointe du Centre de transformation du logement communautaire. C'est un organisme assez jeune. Le CTLC soutient les organismes d'habitation à l'échelle du pays pour assurer la transformation, la durabilité et la croissance du logement communautaire. Leur mission, entre autres, a pour but de renforcer, de faire grandir le secteur du logement communautaire afin de répondre aux besoins actuels et futurs de tous et toutes. Et Ina Wialinga,
Elle est spécialiste en logement autochtone pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Donc, la SCHL est l'organisme national responsable de l'habitation au Canada. Donc, je vais faire rapidement un petit état de situation. C'est sûrement des choses que je ne vous apprendrai rien. Donc, en ce qui concerne les communautés autochtones, puis si vous avez aussi de votre côté des statistiques punchées à nous transmettre, levez la main et gênez-vous pas. Donc, on compte, selon les dernières données du recensement, 700 000 ménages autochtones. Je sais pas c'était quelle année le recensement. Donc, c'est 57% de ces ménages quantifiés qui ont des besoins de logement et qui résident dans une région métropolitaine du recensement. Parce que vous savez, il y a certaines communautés qui n'acceptent pas de répondre à Statistique Canada sur le recensement. Donc, c'est sûr que les besoins de logement sont plus élevés dans les territoires. Bien que l'incidence des besoins de logement soit la plus élevée dans les territoires, sur la base de l'ensemble des ménages, seulement 5% de tous les ménages autochtones ayant des besoins de logement vivent dans le territoire. Donc, ça donne aussi une bonne place au milieu urbain. En général, les plus grandes familles autochtones sont plus susceptibles d'avoir des besoins de logement parce que, on se cachera pas, il y a du surpeuplement. C'est un problème pour plus de 60% des familles autochtones de 5 personnes ou plus. Et encore 5 personnes, c'est assez bas. Quand on dit que des fois la grand-mère peut se retrouver là, les grands-parents, les enfants, si ces enfants-là ont des enfants, on va les retrouver. Donc, ils ont vraiment besoin de trouver un logement convenable. Mais souvent, ça peut se ramasser inabordable. On le voit bien à Montréal, un exemple, à Québec, ou des fois non disponible. On considère qu'environ 10% des membres des Premières Nations vivent au Québec. 51% de cette population se retrouve en milieu urbain. D'ailleurs, une statistique qui m'avait frappé dans le temps que j'étais jeunesse, en 96-97, je me rappelle quand on a commencé à travailler sur le dossier jeunesse avec la PNQL, on disait déjà à cette époque-là, donc 96-97, que la population autochtone avait plus de 50% de la population autochtone avait entre 25 et 30 ans et moins. Et on dit encore ça aujourd'hui. Donc, pour vous donner une idée de comment nos populations sont en croissance, c'est vraiment intéressant. Par rapport à l'ensemble des Montréalais, la population d'identité autochtone compte proportionnellement moins de personnes âgées et plus de jeunes adultes. Donc, sûrement avec les universités, les possibilités d'emploi, le côté culturel. La population d'identité inuit se distingue aussi par une présence plus marquée d'enfants de moins de 15 ans. Les personnes qui s'identifient comme autochtones ont un revenu médian plus faible et sont proportionnellement plus nombreuses à vivre sous la mesure de faibles revenus. Les enfants qui s'identifient comme autochtones sont aussi plus susceptibles de vivre dans une famille monoparentale, donc c'est le cas de plus de 40% d'entre eux. On ne se cachera pas qu'il y a d'importants problèmes de logement dans les communautés autochtones partout au pays, pénurie de logements, surpopulation, des logements pas très bien construits ou en mauvais état et grands problèmes d'approvisionnement d'eau potable. Encore aujourd'hui, en 2022. Ces conditions-là sont aussi vécues par les Autochtones vivant en milieu urbain. Toutes ces difficultés de se loger convenablement à coût raisonnable compromettent les chances de trouver la stabilité et la sécurité. Donc, quand tu vis dans un appartement qui est rempli de moisissures et que tu essayes d'étudier ou que tu as des enfants, c'est assez difficile. Pour commencer, dans les premières questions que je suis curieuse de vous poser, peut-être nous donner un aperçu de la réalité dont vous êtes témoin sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez de chacune de vos perspectives qui est sûrement différente? Tout simplement pour briser la glace. Écoutez, Guy Latouche pour la PNQL, merci Maya de cette introduction. Plusieurs chiffres que je reconnais dans votre introduction. Moi, ce que je peux partager avec vous quand on parle de réalité dont on est témoin sur le terrain, je vais vous parler à l'intérieur des communautés. C'est un contexte de grands besoins. Maya en a fait un peu état tout à l'heure. De grands besoins de logement. Nous, on connaît bien les chiffres. Pourquoi? Parce que la situation est très bien documentée depuis l'année 2000. À ce moment-là, les chefs avaient déclaré un état de crise. Puis on a dit aux chefs, écoutez, c'est beau déclarer un état de crise, mais on va la documenter, on l'a appuyé, puis maintenant, on a chiffres à l'appui, un bon portrait de la situation. Fait que nous autres, on sait maintenant, l'OPNQL, c'est que pour répondre aux besoins, c'est-à-dire éradiquer le surpeuplement, accueillir la croissance démographique sur une période de 5 ans, permettre aux gens qui ont choisi de vivre hors communauté parce qu'ils ne pouvaient pas être bien servis dans leur communauté en termes de logement,
leur permettre de revenir dans leur communauté. Et aussi remplacer des maisons désuètes. Il faudrait construire 10 000 unités de logement. Bon, 10 000 unités, ça nous dit rien. Par contre, si je vous fais remarquer qu'il y a 15 000 unités de logement présentement dans les communautés, ça veut dire qu'il faudrait en compter 10 000 de plus. C'est quand même beaucoup. Puis le surpeuplement est une des principales causes. Puis souvent, on a tendance à regarder les communautés qui sont près des milieux urbains. On trouve que la situation est pas si pire. Il y a des grands besoins là également, mais la question du surpeuplement est énorme là, dans les communautés les plus éloignées. Merci beaucoup, Monsieur Latouche. Madame Sirois, allez-y. Oui, je peux y aller. Merci Maya de la présentation. Donc, Tania Sirois, directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones. Donc, la question au niveau du logement, un peu comme Guy le disait, lui, il nous a parlé plus des besoins au niveau des communautés qui sont documentés. Nous, le regroupement, on travaille depuis plus d'une 50aine d'années à documenter et constater les réalités des Autochtones qui vivent en milieu urbain. On donnait des statistiques plutôt de la rencontre. On sait qu'en 2016, plus de 55% des Premières Nations au Québec déclaraient résider de façon permanente en dehors des communautés. Donc ça, c'est selon le recensement de 2016. Et j'ai bien dit résider de façon permanente. Donc on exclut toutes les Autochtones, les Premières Nations qui sont de passage dans les villes au Québec, qui sont de passage pour aller aux études, recevoir des soins de santé pour soi ou quelqu'un de sa famille. Donc on comprend que la réalité urbaine est de plus en plus importante au Québec. Un peu de retard sur le reste du Canada, quand on regarde des provinces comme l'Ontario ou les prairies, où que la présence urbaine elle est beaucoup plus élevée qu'au Québec. Donc, ce n'est pas les communautés qui se vident pour aller dans les villes, mais bien, entre autres, les générations qui naissent dans les villes. Donc, je fais partie de cette génération-là qui est née d'un père québécois, d'une mère Innu, mais qui est née à Bécomo et qui a jamais résidé sur une communauté. Et également, tous les jugements qu'il y a eu dans les dernières années pour régulariser quelques inéquités que la loi sur les Indiens avait fait, donc des femmes qui avaient perdu leur statut, donc leurs enfants aussi. Donc, ces gens-là ne sont pas dans les communautés pour la plupart, ils sont dans les milieux urbains. Donc, je fais une rapide mise en contexte. Pour ce qui est au niveau du logement, donc on documente ça depuis quelques années. On sait un des obstacles que les Autochtones rencontrent dans les villes est l'accessibilité au logement. Et ça, je parle avant même qu'on parlait de crise de logement là pour le Québec en entier. Donc, en 2019, le regroupement a créé sa propre société immobilière. Donc, nous sommes en train, là, il y a un projet à Sept-Îles de résidence pour étudiants, mais c'est plus que des résidences, c'est vraiment des milieux de vie. Puis, je pourrais l'aborder un peu plus tard. Pourquoi milieu de vie versus du logement? Donc, la société immobilière du regroupement travaille à Sept-Îles, un projet de plus de 20 millions de dollars. La semaine dernière, on était à première pelletée de terre à Trois-Rivières, donc même principe, un gros projet de 30 millions de dollars, et on travaille avec l'université pour un troisième projet. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis, ça, de constater sur le terrain? C'est qu'au-delà des études et des données, ça nous a vraiment permis de consulter les gens sur leurs besoins, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficultés et comment on peut mieux répondre à ces besoins-là. Donc, c'est vraiment ça, là, on a les deux mains dedans et je pourrais vous parler, je vais laisser la parole quand même là, aux autres personnes, mais je pourrais vous parler un peu plus tard là, des constats vraiment là qu'on a fait et des obstacles qu'on a rencontrés aussi quand on parle de préjugés, de racisme. Je dois vous dire que même moi, j'ai été, je ne croyais pas être face à encore dans les années 2020, à ces enjeux-là. Donc, je vais pouvoir vous parler de tout ça. Donc, bien hâte là, de discuter avec vous. Oui, c'est ça s'en vient pour la deuxième question. Puis d'ailleurs, l'aspect des milieux de vie pourra facilement être abordé dans la dernière qui parle un peu de solutions. Voilà. Donc, qui aimerait suivre Madame Sirois? Fait que, oui, c'est ça. Fait que Alana Kane de Kahnawake Sagodia de Gunhas Community Services. Alors, c'est ça. Fait que dans le fond, nous aussi, c'est ça. Tania nous expliquait un peu plus la réalité urbaine, tandis que nous, c'est ça. Notre organisme se retrouve à Kahnawake, alors sur le territoire. Puis nous, je vous dirais que la situation, ben c'est ça, c'est similaire à partout. C'est intéressant, ce qu'il disait.
Monsieur Latouche, que c'est ça, c'est que des fois, on a l'impression que vu que notre communauté, nous, elle est proche là, d'un milieu urbain, évidemment, là, on peut pas être considéré une communauté éloignée. Des fois, on a l'impression qu'on dirait que c'est comme pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'ailleurs, mais on a la même situation, on a un manque important de logement, on a une crise du logement à Kahnawake, c'est certain. Puis je vous dirais que nous, une des raisons principales, c'est parce qu'il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup de propriétés, il y a beaucoup de terres qui sont privées. Puis j'utilise ce terme-là avec un peu de son privé, parce que veut pas, c'est une notion un peu coloniale qu'on a malheureusement empruntée des settlers. fait que c'est ça. Fait que dans le fond, nous, on a un peu cette mentalité-là, malheureusement, ici, qu'il y a des terrains qui sont privés. Alors donc, t'as des gens qui en ont beaucoup, puis des gens, évidemment, qui en ont moins. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quelle problématique sociale. Je pense que tu as toujours des gens qui ont beaucoup de choses, des gens qui en ont peu ou pas du tout. Alors, nous, en ce moment, c'est sûr que la communauté fait des efforts pour pouvoir créer des milieux de vie sur le territoire, mais c'est très, très, très difficile parce qu'évidemment, on a un territoire restreint aussi. Alors, en ce moment, c'est un peu des collaborations avec des villes proches, des voisins, dans le fond, de Kahnawake, où qu'on essaie de développer. Puis, comme qu'elle disait, Tania, c'est vraiment des milieux de vie qu'on essaie de développer, là, parce que nous aussi, évidemment, si quelqu'un soit choisi ou dans un autre sens, n'a pas le choix de partir de la communauté, on veut quand même qu'il y ait une grosse connexion avec Kahnawake, on veut qu'il y ait accès aux services, on veut qu'ils sentent, qu'ils font partie de la communauté. C'est pas, oh well, là, maintenant t'es rendu à Châteauguay, alors, fait qu'on veut vraiment pas cette impression-là. On veut que les gens se sentent tout aussi proches de la communauté, même si en ce moment, malheureusement, on n'a pas de situation de logement pour eux. Alors nous, en ce moment, c'est un peu ça qu'on essaie. En même temps, on le fait parallèle. On essaie de trouver puis de développer des milieux de vie sur le territoire parce que je pense que c'est vraiment ce que les gens préfèrent. Mais ceux qui choisissent ou qui n'ont pas le choix de déménager ailleurs, on veut quand même que ça soit agréable pour eux puis qu'ils sentent une connexion pareille avec la communauté. C'est ça qu'on essaie de développer, nous, en ce moment. Merci beaucoup, Mme Kane. Ina, bien sûr. Bonjour, merci. Autre chose, comme aussi pour dire que nous, dans notre rôle maintenant, c'est quand même intéressant parce qu'on travaille maintenant, dans le passé, c'était vraiment uniquement sur les réserves, mais on travaille maintenant avec tous les projets d'habitation autochtone, donc sur et hors réserve. Et le travail hors réserve avec ce genre de focus-là qu'on a présentement, c'est quand même relativement nouveau. Donc, on en apprend beaucoup. Mais moi, je vais rajouter, parce que ce qui a déjà été énoncé, je vais pas le répéter, mais une autre chose, c'est comme dans la continuité d'habitation. Je peux peut-être trouver le toit à cette étape-là de ma vie, ça va bien, mais quand j'arrive peut-être à la prochaine, celle-là peut des fois être un défi. Puis je vais donner un exemple que j'ai eu il n'y a pas si longtemps où, on a un jeune, déjà de communauté, un peu plus de difficultés, mais qui doit se faire déplacer déjà pour les études secondaire dans une autre ville, réussit. On sait déjà que dans ces cas-là, je pense que le taux de passage ou de graduation est relativement peu élevé. Réussit, va maintenant pour des études postsecondaires, est approuvé dans le programme, mais ne réussit pas à trouver un logement. Et là, le logement fait que ça fait un recul. Donc, les épreuves passent à travers une, l'autre, quand même. Puis là, on arrive à cette étape-là, puis celle-là, elle vient comme est too much, est trop, là, celle-là, ça devient lourd. Donc, c'est aussi de pouvoir voir ce style de vie-là, ce support de style de vie-là, qui continue comme on progresse à travers la vie. On commence école primaire, secondaire, postsecondaire, le marché de l'emploi, et de pouvoir faire ce bel accompagnement-là. Et puis, autre chose qu'on constate, écoutez, il n'y a pas assez de logement. Il n'y a pas assez de on le sait, c'est une réalité qu'on vit. Un petit peu avec les données qu'on a faites à la SCHL récemment, même avec, juste à travers le Canada, avec le logement, même qu'on construit, c'est pas suffisant. On a encore un manque à gagner. Et le Québec, en général, pour vous dire un peu où il y a une quiétude, c'est que le Québec, en général, est considéré une province abordable, a toujours été, mais cette abordabilité-là, elle s'effrite. Elle s'effrite quand même assez rapidement. Donc, c'est ça aussi qu'il faut quand même constater. Puis, des choses qui ont été mentionnées, c'est l'état des propriétés, l'inégalité qui se retrouve justement avec les peuples autochtones et non autochtones selon la qualité, les options au niveau de l'offre qui fait qu'elle n'est pas au rendez-vous, malheureusement.
Juste pour ajouter un peu là-dessus, dire que la province de Québec est abordable, ça a dû être dit avant la pandémie. Je crois, parce que les logements à Montréal, c'est quelque chose. Écoutez, il y a des choses, oui, puis il y a des statistiques qui vont venir. Je pense qu'on va voir d'autres choses. Mais c'est la pandémie qui fait qu'il y a une pression là, présentement. Puis les prochaines données, on va voir où la tendance va s'aligner. Ouais. Je crois aussi qu'une des réalités qui touche les jeunes autochtones qui veulent poursuivre soit au cégep ou à l'université, c'est que souvent ils deviennent parents peut-être à un âge plus jeune que les jeunes Québécois. C'est ça, Tania va pouvoir en parler, je pense, entre autres, par rapport à ça. Entre autres, oui, exactement. C'est des réalités qui nous touchent, qui sont belles parce que c'est chez nous, l'enfant, c'est tout. Je crois que Awasat, dans certaines langues, veut dire être de lumière, donc un truc du genre. Donc, c'est pas vu comme une catastrophe ou comme quelque chose qui va nous ralentir. Parfois, comme j'ai pu ressentir du côté québécois parce que j'ai un background québécois à Innu. Donc, voilà. Sans trop m'étendre, Madame Lisa Kerr. Je pense que pour le centre, qui est justement un organisme relativement jeune, qui malheureusement est composé de gens comme moi qui sont très vieux. Ça fait un bout de temps que plusieurs d'entre nous, on travaille dans le secteur du logement. Donc, pour ma part, par exemple, ça fait une trentaine d'années. Le problème majeur pour nous autres, c'est que nous avons un mandat, c'est sûr, pan-canadien, mais en même temps, peu importe où on constate la situation ou l'état des choses pour les communautés autochtones, soit les communautés qui vivent dans les communautés ou les communautés plus urbaines, peu importe, c'est une situation que plusieurs d'entre nous se disent, ça ne peut pas qu'on soit encore rendu là après 30 ans. Moi, ça fait juste 30 ans. Il y a d'autres, ça fait 40 ans, puis eux autres se disent, mais ça fait 40 ans que ça dure, cette affaire-là, puis c'est pas encore, on a encore les mêmes questions. Le fait, comme Maya, de soulever la question de l'eau potable, on est en 2022. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'eau potable? Ça se peut pas. Donc, entre le désir de revendiquer, d'être plus, si je peux me permettre, militant, on a aussi un désir d'avoir une stratégie qu'on peut mettre en œuvre là, puis pas attendre des recherches, puis des études, etc., mais avoir une stratégie qui va justement adresser cette fameuse question du choix. Les gens ont le choix, devraient avoir le choix de vivre où ils veulent, dépendant de leurs circonstances. Étudiants, famille monoparentale, grande famille avec 8 enfants, peu importe qui vous êtes, dans les communautés autochtones et dans tous les milieux où on peut vivre, ça devrait être le choix et avoir un logement qui est sain, salubre, abordable. C'est sûr que nous, notre mandat, c'est le logement communautaire, donc c'est ça qu'on privilège. Mais cependant, c'est important que les gens aient le même choix. Et là, on parle d'équité. Et c'est ce manque d'équité qui est flagrant qu'on a besoin d'adresser, entre autres, dans beaucoup de domaines. Mais pour nous et nos ambitions, comme on les appelle, c'est dans le milieu du logement communautaire. Donc, c'est important de nous de mettre en place des stratégies et des approches qui vont, comme bailleur de fonds, pas nécessairement traditionnel, mais un bailleur de fonds qui peut, nous espérons, qui peut aider dans toute la dynamique de réconciliation, c'est de financer des projets qui vont développer la capacité, développer ce qui existe en ce moment, le rendre, avoir plus de logements qui est salubre et abordable et avoir plus de vie communautaire. Merci beaucoup. Ça m'a rappelé un souvenir ou un état de fait. Avant la pandémie, je m'impliquais beaucoup avec la question de l'itinérance à Montréal. Je faisais partie de la Wolfpack Street Patrol et je suis sur le CA de Projet autochtone du Québec, qui est un centre d'hébergement à court, moyen et long terme pour Premières Nations et Inuits. Puis dans les statistiques aussi, on disait que malheureusement, les Autochtones sont surreprésentés parmi la population itinérante. Ils sont aussi plus susceptibles de vivre de l'itinérance cachée, c'est-à-dire de devoir être hébergés par des parents ou des amis en raison de l'impossibilité de se payer un logement. Donc, c'est des réalités qui frappent beaucoup les gens de nos communautés. Pour passer à la deuxième piste de discussion, en fait, quelle serait selon vous la cause de la situation actuelle? Est-ce qu'il y a des problèmes de développement? Puis selon vous, quels sont les défis qui vous préoccupent sur le territoire? N'hésitez pas à me demander de répéter, il n'y a pas de problème.
pour les causes de la situation actuelle, c'est sûr qu'on peut pas. La colonisation, la décolonisation est un concept incontournable. Il faut se rappeler aussi historiquement que où sont situées les communautés autochtones, ce n'est pas les gens des communautés qui les ont choisis, ça a été imposé par des fonctionnaires lors de la mise sur pied de la loi sur les Indiens. Donc, on n'a pas choisi nécessairement ces endroits-là. Malheureusement, avec la loi sur les Indiens qui gère beaucoup de notre vie, ça devient un peu plus compliqué quand on veut sortir de la communauté. Ça, je crois que des gens comme moi ou ceux qui vivent en milieu urbain l'ont bien ressenti. Et malheureusement, je suis une des personnes qui a connu des enjeux quand j'ai tenté de me louer un appartement à cette île. Comme vous pouvez comprendre, je n'ai pas beaucoup l'accent inou. Donc, au téléphone, c'était trompeur. Je me rappelle vraiment, je suis arrivé au logement, c'était un 4,5 que je cherchais à cette île et ça fait quelques années quand même. Et quand je suis arrivé au magasin où était le monsieur, quand il m'a vu, il était c'est loué en 5 minutes. C'est incroyable. Fait que voilà. Donc, pour donner la parole au plancher, je vais laisser Madame Sirois commencer. Oui, très rapidement, quand on parle des causes, c'est sûr qu'il y a des causes historiques à tout ça, mais j'aime bien parler aussi des politiques publiques. Encore une fois, je vais parler de ma perspective urbaine. Je prends l'exemple du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or qui a pris 10 ans à faire face à de nombreux obstacles administratifs pour mettre sur pied leur projet Kijate, une vingtaine de logements abordables. Donc, il y a vraiment eu un travail dans les dernières années et ce commentaire là se veut très apolitique, là, mais tout de faire reconnaître ces réalités-là. Nous, on travaille beaucoup avec le gouvernement du Québec. Donc, ça a vraiment été un long travail de longue haleine. Donc, on veut bien en développer du logement communautaire, mais il faut qu'il y ait des programmes qui permettent. Puis, il faut qu'on soit en mesure, les petites cases carrées, pour ceux qui ont déjà développé du logement communautaire, que ce soit avec des programmes de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Oh mon Dieu, c'est tellement administratif, c'est tellement complexe. Et notre réalité est complexe. Donc, nous, on ne rentre pas dans les cases. On n'est pas... on a une réalité à prendre en compte et on sait qu'on doit faire des changements systémiques dans le système et ça passe par vraiment l'influence au niveau de politique publique et de sensibiliser le plus possible. Et de notre côté, comme Première Nation, je pense qu'on a le devoir de ne pas se frapper, de ne pas fermer la porte au premier nom, mais vraiment de faire preuve d'innovation et de pousser un peu plus parce que on est en train de la faire changer. Puis je dis on là, je pense à toutes les Premières Nations, là, toutes les organisations au Québec, que ce soit sur et hors réserve. Je pense qu'on arrive pas à une situation idéale, mais on embarque sur le sentier là, de réconciliation et de solution. Mais c'est vraiment ça. Fait que le côté innovation, le côté de sortir de la boîte, le côté de persévérer, ça, on se doit de se le donner parce que je vous le dis, c'est pas évident. C'est pas facile et des fois il faut insister puis il faut bien le faire aussi, mais il faut faire preuve d'innovation. Puis dans quel but? C'est vraiment dans un but de répondre aux besoins très concrets qui sont sur le terrain. Donc, fait que oui, il y a certaines causes, comme je disais, là, la loi sur les Indiens, tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, mais il y a aussi un gros travail à faire sur influencer là, les décideurs publics. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à l'autre personne, j'ai donné un TED Talk un peu avant la pandémie. Je parlais de l'architecture et la réalité des peuples autochtones. Et faut se rappeler toujours dans l'idée qu'on nous a mis en réserve dans des endroits non choisis. Ça nous a forcé un peu à contre-habiter le territoire. Donc, de l'habiter d'une manière on n'était vraiment pas habitué, puis deux, d'une manière qui n'était pas dans nos cultures. Voilà. Je vois Alana ou... Oui, je peux y aller. Ouais. Après, monsieur. Oui, excuse-moi. Fait que oui, dans le fond, c'est ça, je fais écho à ce que Tania a dit. Puis c'est vrai que nous aussi, on a réalisé que bon, il faut faire d'autres choses. Là. ça fonctionne pas ce qu'on a toujours essayé de faire. Là, il faut faire d'autres choses. Nous, je vous dirais que justement, dans un défi de plus, dans le fond, c'est le problème de langue. T'sais, nous, on est une communauté anglophone. Moi, je suis ici, puis je parle en français, mais ouais, c'est quand même pas... c'est rare. Fait qu'en plus d'avoir les troubles administratifs, puis essayer de rentrer dans des boîtes, puis décider, en plus, souvent, on peut juste pas accéder à certains des programmes québécois parce qu'il y a une barrière là, de langue qui est toujours très, très présente, puis qu'il y a
sais, là, ça s'empire, on dirait. En tout cas. Fait qu'il y a comme pas, tu sais, ça s'en va pas en s'améliorant, mettons. Fait qu'il y a ça aussi, right? Fait que quand on parle justement d'influencer, tu sais, les gens qui prennent les décisions, ben, tu sais, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, peut-être mettre l'emphase sur des choses qui sont hyper importantes puis qui sont importantes pour nous en tant que communauté autochtone et non, tu sais, laisser certaines politiques hors de ça, qui nous regardent pas trop. Fait que c'est juste pour dire que c'est un défi de plus pour, ça, c'est pour n'importe quoi. Tu sais, ici, on parle de logement, mais c'est pour accès à n'importe quel service, dans le fond, qui est québécois en plus. Nous, fait que souvent, on fait affaire plus avec le fédéral, juste pour ça. T'sais. Mais ce serait le fun de pouvoir travailler avec les partenaires québécois s'il n'y avait pas cette barrière-là de plus, en plus d'être dans une petite boîte, d'essayer de, fait que c'est ça, c'est juste une autre réalité pour nous en particulier. Monsieur Latouche? Ben merci, puis je vais me faire plutôt bref, je ne veux pas prendre trop de temps. Vous avez parlé des causes de la situation actuelle, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, étant donné que ça a déjà commencé à être abordé, mais moi je veux rien que porter à votre attention que nous autres, on est d'avis qui sont multiples, historiques, culturelles, démographiques, financières, politiques, économiques. Je pourrais en parler, mais je vais aller au deuxième volet de votre question parce qu'il faut le couvrir. Vous parliez des problèmes de développement qui sont associés à tout ça. Puis moi, je vous dirais que c'est préoccupant, la situation précaire dans les communautés. Puis même chose hors communauté, hein, remarquez bien. Parce que le logement, là, voyons ça du 8e étage. Le logement, il est au cœur de la société. C'est la place centrale là, dans une société en général. Qu'on soit dans une communauté autochtone ou dans une autre, là, s'il y a des mauvaises conditions de logement, ça se répercute nécessairement sur les autres sphères importantes de la société. La réussite éducative, par exemple, les indicateurs de santé, l'inclusion sociale, puis tous les problèmes sociaux qui peuvent résulter là, des situations de promiscuité à l'intérieur des maisons. Hein? On a parlé de surpeuplement tout à l'heure. Fait que c'est une situation qui est quand même préoccupante quand on parle de problèmes de développement. Je veux aussi faire remarquer que tantôt là et tantôt tout ce que je vous ai dit en fonction en relation plutôt avec la situation dans les communautés autochtones, n'oublions pas aussi que souvent l'autochtone qui lui migre, si on veut, vers les milieux urbains, c'est souvent quelqu'un qui est pas en mesure de se faire servir correctement par son conseil. Hein? Ça peut être en raison du sous-financement, par exemple. Donc, puis on sait quand il migre vers les milieux urbains, souvent il y a des grandes difficultés à accéder à un logement adéquat et abordable. Fait que je vais m'arrêter ici, là. Puis je sais que vous avez parlé des défis aussi. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur les défis. C'est ça, quand on arrive en communauté, en ville, si on ne sait pas comment la ville fonctionne, on se ramasse avec des surprises. Que ce soit la réalité d'avoir un bon crédit, que ce soit la réalité d'avoir un emploi, puis de faire face aux conditions de logement qu'on va trouver, tu sais, parce que à Montréal, j'en ai vu toutes les couleurs, là, les longues files d'attente pour trouver un logement, les négociations avec le propriétaire quand on veut essayer d'en offrir plus pour pouvoir y rester. Puis, de par mon expérience, moi, parce qu'une autre partie de ma vie, je suis écrivain artiste, donc si je veux faire évoluer un peu plus ma carrière, on n'a pas le choix d'aller en ville. On n'a pas le choix d'aller en ville, on n'a pas le choix de s'exiler un peu. Et c'est comme ça que des fois, on peut se sentir déraciné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la suite? Madame Kerr, s'il vous plaît. Moi, j'ajouterais juste un aspect pour ce qui est du logement abordable, du logement communautaire, qui est de fait, comme Madame Serrois disait avec les politiques, c'est que le développement qui est encouragé chez les OBNL de logement communautaire, c'est surtout du développement qui est des 3,5, maximum des 4,5. Donc, on parle d'une espèce de culture qui s'est ancrée au niveau des organismes communautaire due aux politiques et au financement municipal, SHQ et autres, où les organismes disent, OK, on va se faire des 1,5, des 2,5, peut-être un 3,5, that's it. Donc, cette notion d'avoir des logements qui sont pour des familles qui sont plus larges, où toute une famille peut résider ensemble, c'est excessivement difficile à trouver. Et donc, ça rend ça plus, si on veut, plus cher, pas au niveau du marché, mais en termes de disponibilité. Donc, ça, c'est une autre réalité qui est très, très difficile à surmonter parce que c'est pas nécessairement quelque chose comme la liste de choses qu'on peut nommer qui sont en fonction du fait du racisme systémique, mais plutôt quelque chose qui affecte les personnes à faible revenu en général. Et donc, ça vient chercher encore plus loin dans les communautés autochtones des impacts plus sérieux. Madame Ina?
Oui, merci. Donc, au fait, entre autres, je pense la mention d'aligner l'offre avec les besoins au point de Lisa, où on a des 3,5, 4,5, puis on a une mère monoparentale, peut-être avec 3 ou 4 enfants. Ça, je pense qu'il y a aussi un manque d'alignement au niveau de l'offre. Tu sais, il peut peut-être même avoir du logement, mais c'est-tu le bon logement? La conception, on parlait de style de vie. Tu sais, puis d'ailleurs, c'est quand on se fait déraciner, on espère quand on va aller ailleurs qu'on va être accueilli. Peu importe d'où on vient. Puis, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut se sentir accueilli. Donc, faut aller tendre un peu la perche pour aller faire certains ajustements, justement, pour pouvoir donner un milieu où on peut se sentir bien, où il y a des sens qui vont venir nous chercher, qui nous réconfortent. Puis je pense qu'il y a moyen de faire ça. Et j'en tire un petit peu, d'ailleurs, Tania, parce que j'ai parlé avec Laurent récemment, un petit peu des commentaires qu'il y a eu, la santé du bois, du feu. Tu sais, il y a des choses qui peuvent venir. C'est important pour n'importe qui change même d'un village à l'autre. C'est la même chose pour bien des gens. Je pense qu'aussi au niveau du défi, on peut dire passer de logement, parfois même qu'il y a beaucoup de financement, mais il est à différents endroits, puis il faut rapatrier. J'apprécie amener des partenaires à la table, c'est très, très bien, mais ceux qui doivent monter les projets, s'enligner dans tout ça, des fois, ça peut être, c'est beaucoup. Puis on a justement des résultats d'une enquête auprès des fournisseurs, puis tu sais, des commentaires, parce qu'il faut avoir la personne qui veut justement construire et gérer ces établissements-là. Alors, ces défis-là, pour ces personnes-là, entre autres, c'était les politiques gouvernementales, les processus de demande qui a été bien noté. On en est conscient. Puis là, je sais que tantôt, on va parler des choses qu'on met en place. Fait qu'on va passer à ça un peu plus tard, mais les limites de financement, puis des meilleurs établissements de partenariat organisationnels. C'était quand même partie beaucoup du mantra, je pense, beaucoup de bien des gens. Faut faire du partenariat, faut s'écouter, faut travailler ensemble, faut apporter nos forces à la table de chacun, puis de pouvoir trouver des projets qui sont durables, bien alignés. La volonté s'en met beaucoup là aussi. Donc, on semble voir beaucoup de ça, puis il y a des choses qui se mettent en place. Là, c'est des années à l'action. Mais c'est un petit peu ça au niveau comme du défi. Je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier les fournisseurs, ceux qui doivent le faire. Il faut pouvoir aider. Et souvent, il manque de ressources. C'est ce que je vois souvent. Ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Et cette personne-là, des fois, elle doit faire, parce que c'est des OSBN, c'est des agences à but non lucratif, qui portent plus qu'un chapeau. Ça devient beaucoup. Donc, de pouvoir bien accompagner puis trouver des bonnes solutions, respecter toutes les ressources. Ces ressources-là sont très importantes aussi. Bien, merci beaucoup. Puis juste pour ajouter à parce que j'ai regardé la question, quels sont les défis qui vous préoccupent sur le territoire, moi je rajouterais le changement climatique. Je regarde juste la communauté, je pense que M. Latouche sait de quoi je parle. Quand on regarde le plan de ma communauté, éventuellement, il y a des places habitées qui vont être inondées. J'ai été surpris moi-même quand je suis descendu il y a quelques semaines. Je me rappelle, il y avait un endroit où ils ont fait une piste cyclable entre le village et le pont de la rivière Mingan. Et c'est incroyablement mangé. Tu sais, la rivière a mangé beaucoup jusqu'à la piste cyclable, au-delà de la piste cyclable. Donc, c'est assez surprenant de voir ça, puis de voir que finalement, le changement climatique nous arrive plus vite qu'on pense. Mais bon, on n'ira pas déprimer là-dessus. je vous l'épargne. On va aller un peu vers du positif. Donc, ça va être le temps de sortir vos atouts de vos manches. Quelles sont les solutions qui pourraient être mises de l'avant? Quel rôle les 3 paliers gouvernementaux pourraient jouer? Puis quel outil aussi on pourrait mettre en place pour, mettons, appuyer la solution? Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à me demander de répéter. Madame Sirois. Ouais. Donc, effectivement, une longue question qui pourrait être très... je suis sûre qu'on est tous porteurs de solutions là autour de la table. Moi, je vais y aller d'un point de vue comment qu'on peut monter des projets qui sont structurants et qui répondent à des besoins. C'est mettre au cœur de la solution les Premières Nations. Les Premières Nations, le peuple inuit, au cœur des solutions. Ça, on l'a compris depuis longtemps. Et ne répétons pas ce que malheureusement a été fait dans le passé, c'est-à-dire d'imposer une solution aux gens. Au-delà de construire 4 murs et un toit, nous, on a vite réalisé que, du logement pour du logement, là, au-delà qu'il n'y a pas de pénurie, là, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire de plus? Et c'est là, la notion de milieu de vie, on a commencé à l'aborder puis à l'élaborer et tout ça. Et rapidement, c'est ce que nous, on travaille beaucoup là, ces temps-ci, là, c'est au niveau d'immeubles pour les étudiants autochtones, étudiantes que je devrais dire, parce que c'est des mamans qui retournent aux études. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une façon, tu sais,
longtemps, on a misé sur « Oh mon Dieu, les Autochtones, c'est des grands décrocheurs scolaires. Oh mon Dieu, ils abandonnent l'école avant le secondaire 5. Oh, ils vont pas au post-secondaire et tout ça. » Mais on s'est rendu compte que les Autochtones étaient champions du raccrochage scolaire. Donc, comment qu'on peut miser? Tu sais, il n'y a pas juste du négatif. Les Autochtones, c'est pas un problème. On le voit souvent comme ça, puis malheureusement, les statistiques aussi nous font parler des problématiques. Mais comment qu'on peut miser sur, mon Dieu, mais de fonder sa famille, bon, je vous dis pas à 14 ans, là, mais tu sais, à 18, 19 ans, mais comment qu'on peut justement soutenir ces mamans-là? Et oui, elles ont abandonné, mais comment qu'on les accompagne dans le raccrochage scolaire? Donc, c'est pour ça que nous, dans les milieux de vie, on a rapidement compris qu'il fallait un CPE, qu'il fallait des services, qu'il faudrait de l'accompagnement. On parle même des fois là, de lieux pour faire l'intervention, mais sans sentir qu'ils vivent dans un milieu de vie ou que c'est une place qui on fait juste l'intervention. Donc, comment qu'on peut doser cette façon de faire-là, de dire oui, il y a de l'habitation, les gens y vivent, mais ils vivent pas non plus dans une institution de service non plus. Donc, comment qu'on mise et tout l'ancrage culturel qui est extrêmement important, toute cette relation-là avec le territoire. Parce que ça veut pas dire qu'on est en milieu urbain, qu'on n'est plus sur notre territoire ou que, tu sais, les territoires, les réserves, c'est la loi sur les Indiens qui l'ont créé. Donc, comment on peut miser là-dessus? Donc, nous, on a vraiment mis les équipes d'architecture avec les étudiants pour qu'ils entendent ce que les gens voulaient pour justement créer un milieu de vie à leur image. C'est pas moi, c'est pas mes collègues qui vont habiter là, c'est pas les gens des gouvernements qui vont habiter là, mais bien les étudiants. Fait comment être encore plus à l'écoute des gens qui et les mettre au cœur des décisions. C'est sûr qu'on peut pas répondre à toutes les demandes, mais quand même, on a réussi là, vraiment à créer là à Sept-Îles, il y a ses couleurs, puis Trois-Rivières, il y a ses couleurs aussi. C'est d'y aller pas avec du copier-coller. Ce que je trouve des fois bien malheureux, tu sais, c'est quand on prend un modèle et on l'applique partout. Mais là, c'est comment qu'on s'inspire du milieu avec les spécificités, les réalités et qu'on met de l'avant tout ça. Et toute la notion de communauté, de collectivité, comment que les gens à qui on a questionné ont dit moi, je veux vivre avec d'autres membres des Premières Nations. Tu sais, c'est multinations mon projet, donc que tu sois Atikamekw, que tu sois Innu, que tu sois Mohawk, que tu viennes du Grand Nord et tout, t'as le droit d'habiter dans ces. Tu sais, c'est cette politique-là de porte ouverte que malheureusement on a été confronté à dire nous, on est Premières Nations, puis on est membre d'une bande, puis on peut juste avoir des services de cette bande-là. Donc, si moi, je suis à Québec, puis je veux des services de ma communauté, il faut que je fasse 5 heures de route. Donc, tu sais, c'est vraiment d'aller ailleurs, puis de répondre à cette nouvelle réalité-là des années 2020. Et je pense que ça fait partie des solutions. Donc, service de garde, les femmes c'est ça, c'est des futures mamans, c'est des gens qui ont besoin. Les hommes, on les oublie pas aussi. Et on s'entend que les enjeux de logement touchent plein de gens, les aînés, les gens qui sortent de la rue aussi, donc le logement transitoire, on en a parlé un peu tantôt de l'itinérance. Donc, c'est vraiment, là, mon Dieu, des projets, il peut y en avoir, là, il y a tellement de besoins, mais il faut avoir la capacité de développer. Effectivement, comme Madame Ina disait, cet enjeu-là, de les porter, de les gérer, ces projets-là, comment qu'on peut avoir les ressources pour avoir une équipe qui les porte. Moi, je suis diplômée en administration, j'ai travaillé longtemps en finance et tout ça, et en comptabilité, et même moi, on m'y perd de temps en temps. Donc, comment oui, c'est des fonds publics. Donc oui, je suis bien d'accord avec la transparence et tout ça, mais comment qu'on facilite le processus? Donc, je laisse la parole aux autres de la table. Juste pour, avant de poursuivre la réflexion, dans une pensée de décolonisation, d'autochtonisation, il faut se dire aussi que les outils pour mesurer les besoins de la société et qu'ils utilisent pour mieux mesurer se basent aussi sur les valeurs de la société dominante. Donc, ça peut amener des données c'est une théorie personnelle, mais ça peut amener une vision peut-être légèrement biaisée. C'est comme l'idée de voir une famille se fonder jeune, un exemple, alors que culturellement, c'est tellement différent. Donc, qui aimerait poursuivre? Madame Alena? Je fais juste lâcher parce que je suis d'accord. Non, c'est ça, je peux juste continuer rapidement. Ouais, c'est ça, comme je disais tantôt un peu, nous, comme solution, justement, c'est ça, un peu comme Tania disait, nous, on veut s'assurer que ça soit les membres de la communauté qui vont y habiter, là, qui vont un peu développer les solutions avec nous. Je suis beaucoup d'accord, par exemple, que ça finit souvent par être
je veux dire, moi, je suis en santé mentale et dépendance, là. C'est pas logement, là. C'est pas, fait que souvent, c'est nous parce on connaît la problématique, on est avec des gens tous les jours qui ont ces besoins-là. Fait que c'est sûr qu'on veut aider, on veut trouver une solution, mais il faudrait des équipes dédiées, là. C'est pas moi, tu sais. Moi, j'aime bien faire des partenariats, puis je trouve ça le fun, puis, tu sais, mais d'un autre côté, c'est pas ma spécialité, tu sais. Fait que souvent, ça finit par être lourd. Puis on va pas aussi loin peut-être qu'on pourrait si on avait des équipes qui étaient dédiées à ces projets-là, puis qui ont peut-être des expertises un peu différentes, puis que nous, évidemment, on ferait partie de la solution, mais on serait pas nécessairement les drivers tout le temps. Tu sais, parce que il y en a, c'est pas juste le logement, là, il y a plein d'autres situations auxquelles on veut aider. Fait que je pense que ça l'aiderait beaucoup aussi. De réaliser ça. Puis aussi, c'est ça, de juste s'assurer que de l'éducation, dans le fond, aux membres de la communauté, que, tu sais, c'est pas toujours comme ça qu'on a habité, là, nous, là. C'était pas comme ça, originally, tu sais, c'était pas comme ça, culturellement, puis de, justement, réaliser à quel point qu'on a pris ça, puis que là, justement, c'est peut-être pour ça aussi que ça fait pas, là, parce que, tu sais, on essaye, puis on continue, puis il faudrait que ça... Mais non, mais c'est parce que c'était pas comme ça, puis c'est pas nécessairement supposé être comme ça. Tu sais, le logement communautaire, si on y pense, là, ben, c'était ça, là. On vivait en collectivité, puis tu sais, on avait l'aide de notre voisin, puis tout ça, puis là on l'a plus ça, là. Même sur communauté, c'est très très c'est urban dans le sens que tu sais, ça n'a pas ça ressemble pas à ça, puis il faut juste le réaliser ça, puis le nommer, puis pas avoir peur de retourner à nos racines, puis de réaliser ce qui fonctionnait pour nous en fait, pour justement, tu sais, quand nous, si on va avoir des grosses familles, puis on va les avoir jeunes, ben il faut de l'aide, là. Tu peux pas faire ça tout seul comme une personne qui habite à Montréal, 2 parents, un kid, c'est facile à gérer, mais je veux dire, c'est une différence, c'est un autre style de vie, fait que juste réaliser que peut-être que ça fonctionne pas pour nous, puis justement de trouver des solutions qui retournent en arrière pour avancer, dans le fond. On retourne aux racines pour réaliser que dans le fond, il faut faire différemment. Pour pas juste refaire les trucs qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Ben, merci beaucoup. Madame Kerr, Madame Ina, moi, je dirais du côté palier gouvernement, bailleur de fonds, tout ce qui est inclus dans cette notion globale de financement, soit privé, public, fondation, etc., on a réellement besoin d'un arrimage de vision. Et cette vision doit venir des communautés autochtones. Mais nous, on doit se positionner pour être sur la même longueur d'onde, pour pas forcer les communautés à aller dans 5 places différentes, pour avoir 5 sources de financement, pour un projet qui aurait de l'allure pour eux, mais où le fardeau administratif devient ridicule parce que chaque bailleur de fonds, chaque palier a sa façon de faire les choses, a sa façon de voir les choses. C'est primordial qu'on s'entende sur le fait que c'est une question qui est prioritaire dans notre société, point final. Qu'il n'y a aucune autre composante de notre société que les statistiques dont on a parlé au début, soit l'itinérance. Quand on parle de surpeuplement, moi, je vois ça plutôt, c'est un langage parce que je suis anglophone, it's not overrepresentation, it's underhousing. On ne fournit pas suffisamment de logements pour les gens qui ont un choix, par exemple, de vivre en plus grande famille ou vivre avec une grand-mère, une mère, des enfants, peu importe. Donc, il y a cette question-là d'arrimage, d'approche entre tout ce qui est palier, financement, bailleur de fonds. Au centre, on a eu la chance depuis 2-3 ans. On a à peu près 25% de projets en ce moment que nous finançons qui sont financés pour des organismes autochtones ou qui touchent des communautés autochtones. Cependant, ce qu'on a découvert, c'est que dans beaucoup d'organismes, il y a ce que, par exemple, Mme King, à laquelle elle fait référence, c'est cette notion de capacité dans le secteur du logement. Donc, nous, on connaît le logement, surtout le logement communautaire. Cet été, on a décidé de lancer un programme de stagiaires payés. Donc, on paierait des stagiaires pour venir travailler avec nous pendant 1 an avec l'aide d'un coach, des stagiaires autochtones, un coach autochtone pour apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir pour faire justement occuper des postes de gestion en logement autochtone. Dans les communautés autochtones, dans les milieux urbains, peu importe, mais pour justement accroître la connaissance et la capacité des communautés autochtones en matière de logement communautaire. C'est un projet pilote. On ne sait pas
comment ça va fonctionner dans le sens que c'est pas nous autres qui allons le faire, parce qu'on n'est pas un organisme autochtone, on est surtout un organisme de Blancs, mais on se fie aux coachs et aux stagiaires qu'on va recruter pour justement faire un programme qui a de l'allure. On a beaucoup de partenaires qui sont intéressés, donc on a au moins cette vision où nous, on peut partager les connaissances du logement et du leadership, gestion, etc. et faire ça en partenariat avec des stagiaires et des coachs autochtones pour justement améliorer la situation dans les OBNL et les communautés autochtones. Merci. Je vois que M. Latouche veut réagir. Je vais le laisser aller, puis après ça, on va terminer avec Mme Ina. Allez-y. Rapidement, je voulais suivre un petit peu avec ce que Mme Kerr a énoncé. Nous, on trouve que les solutions, justement, sont à 3 niveaux. Elle a parlé de capacité, de compétences. Nous autres, on pense qu'il faut plus de compétences et de capacités. Il faut plus de financement et d'options de financement. Ça nous prend plus de gouvernance aussi par les Premières Nations. Je pense que ça rejoint un paquet de choses qu'on a dites, qui n'ont pas été dites peut-être de cette façon-là, mais on s'en va vers la même direction. Compétences et capacités, là, je vais vous surprendre, c'est à tous les niveaux. Les élus, les gestionnaires, les occupants. Je rentre pas dans les détails, ce serait trop long. Au niveau du financement, ça va prendre quelque part un investissement massif en partenariat. Tantôt, on parlait de palier de gouvernement, tout le monde, incluant les Premières Nations, pour éliminer le retard accumulé. Puis là, ensuite, on va pouvoir parler sérieusement d'un transfert plein et entier du contrôle du logement de les mains des Premières Nations, puisque la situation aura été réparée au préalable. Présentement, là, accepter l'offre de transfert du gouvernement, c'est pas la meilleure des situations pour les communautés parce que le programme est brisé et la situation est pas enviable. Et je rappelle tout simplement que toute amélioration en logement va être susceptible au bout de la ligne d'entraîner des effets bénéfiques dans tous les autres domaines de la société. On va faire du pouce sur ce que j'avais dit au départ. OK, je vais laisser Mme Ina exprimer son point de vue, puis j'ai une petite surprise pour la conclusion. Plusieurs points déjà ont été touchés. La notion, c'est d'awareness. Je ne sais pas comment dire ça en français, la prise de conscience. Je vois qu'il y a certaines prises de conscience qui se prennent et qui passent un petit peu plus à l'action. Tu sais, il y a des fois la prise de conscience qui ne passe pas à l'action. Je crois que c'est sincère et qu'un momentum va aussi, puis que c'est en action, puis on va avoir un momentum. Puis c'est avec certains projets qu'on va voir naître et à partager. Et ça veut pas dire répliquer. Hein. Je pense que il y a comme un peu standardisé, là. Oui, mais il y a quand même des saveurs différentes d'une communauté à l'autre, telles que les municipalités. Chaque municipalité, elle est différente. Alors, la même chose avec les communautés, avec les backgrounds, les vécus, etc. Puis aussi, comme pour nous à la SCHL, le logement autochtone, c'est vraiment une priorité. Ça fait partie de nos groupes prioritaires où on aligne notre financement. Donc, ça devient un peu aussi où on vient en avant aussi, là. Puis on vient, puis c'est pas toujours du côté qu'il faut toujours demander. Il faut continuer, mais on fait aussi des pas, là. Puis je trouve c'est là qu'on devrait continuer ce momentum-là, où on se retrouve à ce milieu-là, les deux, où est-ce qu'il y a du push and pull égal, là, qu'on puisse avoir et que ça devienne équitable. Il faut pas lâcher prise là-dessus. Puis je crois fortement dans la vie, là, des choses évoluent, ça évolue vite aussi. Un non peut devenir un oui peut devenir un non, mais des fois pour les meilleures choses. Puis on a une nouvelle génération qui vient derrière nous, leur donner la chance aussi de prendre ces belles opportunités qui sont devant eux. Ils vont voir aussi les réalités, c'est quand même des réalités, mais on fait partie de, en tout cas moi je m'assume là-dedans, la retraite dans les années à venir. Je vais laisser la place pour cette jeunesse-là, puis partager les choses pour les aider, pour comprendre les contextes. Moi, pour moi, l'histoire, ça l'aide à comprendre aujourd'hui, mais qui prennent ce qu'il faut pour faire avancer les choses encore plus vite. Toujours en la prise de connaissance, c'est amener les bons joueurs à la table, être à l'écoute, puis les écouter et de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est pas toujours si facile, mais c'est d'y aller puis continuer à avoir ce courage-là pour pouvoir le faire. Écoutez, je vais prendre rapidement quelques minutes pour vous remercier, Mme Alana Kane de Kahnawake, qui est gestionnaire au Kahnawake Shako, en tout cas, excusez-moi,
Community Service, Tania Sirois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, M. Guy Latouche, qui est urbaniste et qui est représentant de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Mme Lisa Kerr, qui est directrice adjointe du Centre de transformation du logement communautaire, et Ina Wielinga, spécialiste en logement autochtone pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Mais je vous remercie d'avoir pris ce temps-là avec nous. Pour terminer cette rencontre intéressante, je vais vous lire un poème mais qui s'inspire de l'architecture. Taku Shipano, ça veut dire « il est de retour ». Enfant du Nord furtif, énigmatique, silencieux, cultivant son mystère au souffle du Chiwetan, cherchant dans les volutes de sauge la rédemption libératrice. Marche comme tu caresses le territoire, habité du respect des rites anciens, avec le don de sculpter le vide de l'espace pour ces peuples oubliés du temps. Est-ce une vie ancienne qui te hante dans ta quête de beauté frissonnante? Continue sur le sentier des secrets territoriaux, mu par le sentiment d'urgence. Tel le saumon bercé par l'appel des origines, appelé par l'instinct des finalités. Par-delà le temps et les frontières immatérielles, reviens à la rivière du cercle de tes ancêtres. Nemoshum t'attend fait d'accueillir tes récits. Nukum t'espère, toi son fils rebelle. Voilà, c'était mon petit cadeau à moi de vous pour ce beau partage. Faites attention à vous et au revoir. Merci. Miigwech, merci. Merci. Merci.